Dans l'épisode du jour, on va parler de patience. La patience est une très belle qualité, mais qui a ses limites, surtout face à la dépression. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te montrer comment on peut éviter de dépasser tes limites pour que tu puisses aider ton proche en dépression, tout en prenant soin de ta santé mentale. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Hello cher proche, bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient personnellement à cœur. On va parler de la notion de patience. Déjà, ça me tient à cœur et ça me touche profondément en tant qu'ancienne dépressive, mais aussi en tant que thérapeute dépression. Pourquoi est-ce que ça me touche particulièrement ? Parce que je sais le degré de patience que j'ai demandé à mon entourage, que j'ai demandé à mes parents, que j'ai demandé à mes amis, que j'ai demandé à mon conjoint par rapport à ma dépression. Si on prend mon histoire juste personnelle, j'ai mis 18 mois à aller voir un thérapeute et à commencer une thérapie. Et quand la thérapie a commencé, j'ai mis à peu près 1 an et demi à sortir la tête de l'eau et à aller bien mieux. Ça veut dire que pendant toute cette période, j'ai eu des hauts, des bas, des je ne veux pas aller voir un thérapeute, je vais voir un thérapeute, je commence un traitement, j'arrête le traitement, je veux repartir travailler, je veux pas repartir travailler, le couple de toute façon c'est pourri, mais si je t'aime, non je ne t'aime plus, est-ce qu'on devrait se marier ? Quand on est face à un dépressif qui est en souffrance psychologique, forcément la patience est à rude épreuve. Mais la réalité c'est que même si on aime très fort cette personne, notre patience a des limites. Il est crucial de savoir jusqu'à où on peut aller. Non seulement pour continuer de soutenir la personne que l'on aime, mais aussi pour se préserver, pour préserver son propre équilibre. Moi, je sais pertinemment, et c'est mon histoire personnelle, que j'ai tiré à bout certaines personnes de mon entourage. Et quand on sort de la dépression et qu'on voit les conséquences de ce qu'on a fait, je peux t'assurer qu'on se sent pas fier et qu'à ce moment-là, on a l'impression d'avoir mis le boxon dans nos vies, tout simplement parce qu'on n'a pas écouté les bons conseils. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui souffrent de dépression et je leur apprends justement à faire ce travail, mais j'accompagne aussi les proches où l'objectif, c'est d'apprendre qu'être aidant, ça ne signifie pas être patient à 100% et tout sacrifier et tout accepter. On doit se rappeler que même si on aide quelqu'un qui est en dépression, on a le droit de poser des limites. Notre propre santé mentale aussi est à risque. La dépression, elle met ta patience à rude épreuve et il est vraiment facile de se perdre en chemin par amour pour la personne, par sacrifice, pour notre enfant, pour notre conjoint, pour notre parent, pour notre meilleur ami. Mais sacrifier son propre bien-être pour l'autre, ce n'est pas aider l'autre à aller mieux face à sa dépression. C'est au contraire rajouter justement une grosse difficulté à la maladie. Voilà pourquoi les gars, quand moi je parle de dépression, je parle de dommages collatéraux, parce que la maladie, elle ne vient pas toucher que la personne qui souffre de la maladie, mais son entourage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va reparler de patience, on va reparler de limites, de justement jusqu'à où peut aller ma patience, quelle est la limite que je ne dois pas dépasser. On va prendre le temps de parler de ce sujet, comme d'habitude.
Sur ce podcast, moi je veux qu'on parle de tout, il n'y a pas de tabou et on doit parler vraiment de cette information. Ainsi, ça va t'aider toi personnellement dans la relation que tu as avec ton proche, avec ton conjoint, ton enfant, ton parent, à garder une relation saine et que tu puisses aussi prendre soin de toi. Être un aidant, c'est important. Mais il y a des chiffres qui font un peu peur et qui montrent que de nombreux aidants se perdent dans l'accompagnement des personnes qui ont une pathologie. Alors, sur le podcast ici, je ne veux pas que tu te perdes dans les difficultés de la maladie. Au contraire, je veux que tu puisses être l'aidant parfait, c'est-à-dire celui qui sait dire non, celui qui est capable de mettre des limites, de préserver sa santé tout en préservant sa relation. Alors, tu es prêt? On va parler justement de limites dans l'épisode du jour. On le sait très bien, la dépression requiert de base de la patience. Avant de se plonger dans la question de la patience, il est important de se rappeler que la dépression n'est pas qu'une simple tristesse ni un manque de motivation passager, c'est une maladie, un dysfonctionnement au niveau des neurotransmetteurs. Le problème de la dépression, déjà de base, c'est qu'elle demande vraiment une immense patience. Puisque la dépression est une maladie psychique qui va changer notre comportement, on va demander à notre cerveau de nous expliquer pourquoi. Quand on fait une thérapie avec quelqu'un qui souffre de dépression, la première chose qu'on fait, c'est l'état des lieux de la personne. Son histoire, son parcours, sa construction, pourquoi est-ce qu'elle est tombée en dépression, son histoire familiale et tout ce qui va avec. Et les 3/4 du temps, voire même à 100% du temps, on trouve à chaque fois des vices de procédure, des problèmes à régler, des schémas, des traumatismes, des soucis de confiance en soi, d'estime de soi. Il y a toujours d'autres problèmes psychologiques qui vont déclencher la dépression. À ce moment-là, quand on fait une thérapie pour aider quelqu'un qui souffre de dépression, on ne parle pas que de la maladie. On parle aussi bien de sa relation avec ses parents, avec ses proches, avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses petits-enfants pour certains. On parle de la relation au travail, la relation dans la société. Et en fait, on le sait. Pareil, quand on parle de dépression et de traitement, on nous dit quand même qu'il y a un antidépresseur, mais 1 mois avant de fonctionner. En plus, il y a 1 milliard de formes de dépression, entre une dépression sévère, légère, et on sait qu'il y a 50% de chances de refaire une dépression. Donc en fait, juste en décrivant un peu la maladie, on sait pertinemment que cette maladie qui est invisible de l'extérieur peut être vraiment compliquée. Et puis elle a un petit nom, cette maladie. Nous, dans nos communs des mortels, nous utilisons le mot dépression. Mais si tu vas parler à un psychiatre, il va te parler de trouble de l'humeur. Et en fait, le trouble de l'humeur, c'est une réalité. On peut se lever un matin, être génial, être très bien, au top de la forme, il est 9h04, je pète la forme, il est 9h15, je suis un escargot, je suis nul, je ne sers à rien. Ça, en plus, les variations d'humeur, c'est compliqué. C'est ça qui n'est pas forcément évident, c'est du coup l'incertitude, on ne sait pas comment va être la personne, un coup ça va plus. Des fois, ce qui est aussi difficile dans le processus de guérison, c'est qu'on peut avoir des longues périodes où ça va, et puis tout à coup, ça va plus du tout, et on est obligé de reprendre depuis le début. Et puis même, quand on est face à la personne, on se pose la question, elle va le prendre comment? C'est quoi sa sensibilité? C'est quoi son émotivité? Moi, je sais que j'étais complètement coupée de mes émotions. Mais je pouvais m'énerver pour un rien, je pouvais pleurer pour pas grand-chose. Donc on ne sait jamais sur quel pied danser avec la personne. Donc en fait, de base, sans même aller rechercher une question de être aidant, pas aidant, la dépression requiert de la patience. Et accompagner quelqu'un qui est en dépression requiert beaucoup de patience. Mais je vais dire un truc quand même. Cette patience est souvent comme un espèce de terrain glissant. Au début, tu te dis que c'est bon, tout va bien se passer, on est ensemble dans cette épreuve, on va tenir le coup. Mais avec le temps, les moments où on se dit ça ira mieux demain deviennent des semaines, puis des mois, et dans certains cas des années. Et ce qui est particulièrement difficile, c'est le sentiment déjà de ne pas être entendu par la personne qui en a en face de nous, de voir l'autre se replier sur lui-même, même de refuser notre aide, de voir que notre vie, notre quotidien a changé si on vit avec la personne, notre couple a changé si on est en couple avec la personne, et on est quand même dans une réalité. On va appeler un chat un chat.
ta patience, n'est pas inépuisable et il est normal d'atteindre un point où on se demande est-ce que je peux continuer à aider mon partenaire, mon enfant ou mon proche. Le cycle de la dépression peut vraiment te donner l'impression que malgré tous tes efforts, il y a rien qui va changer. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime exprimer sur ce podcast. Il est normal de ressentir de la frustration, de la colère. Lorsque tu vois que l'autre ne semble pas réagir ou que son état stagne ou empire. Moi, je sais plusieurs fois avoir eu des conversations particulières avec mon partenaire où il essayait de me faire comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je n'étais pas dans la capacité, en fait, de réagir comme il avait besoin. Et donc, du coup, forcément, ça amène encore plus de frustration. Et ce sentiment est amplifié quand la personne dépressive commence à te critiquer, à dire que tu ne comprends pas, que tu n'es pas patient, que tu ne comprends pas sa situation, se met à pleurer, ou alors s'énerve ou devient distant. Ce qui est aussi compliqué, et pour moi, qu'est-ce qui met aussi la patience à rude épreuve, c'est quand on est en couple, c'est le manque de réciprocité. Quand on est en couple, on se met en couple parce qu'on a des besoins affectifs. Il faut appeler un chat un chat. On est en couple parce qu'on a des besoins, pas parce qu'on a des besoins des besoins émotionnels classiques comme la pyramide de Maslow. La réalité, c'est que quand on se met dans ce genre de relation, on s'attend à ce que l'autre prenne soin de nous. Et là, on est en couple. Depuis 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, quel que soit le nombre de temps qu'on est avec cette personne, on trouve un équilibre. Et là, on se retrouve avec quelqu'un à qui on donne du temps, de l'énergie, mais qui est tellement trop pris dans son propre mal-être qu'elle n'est pas capable de te rendre l'appareil. Et ça donne un sentiment de vide, les gars. Parce que toi, t'as besoin de soutien, on est dans une relation où c'est crucial, c'est normal de pouvoir demander à l'autre de répondre à nos besoins. Et là, tu te rends compte que l'autre n'est pas capable de répondre à tes besoins. Et pas parce que tu t'es planté quand t'as choisi, parce que quand t'as choisi, la personne, elle était capable de répondre à tes besoins. Mais qu'à un moment donné, elle a dépressionné, elle est arrivée et elle a gâché ta vie. C'est là où c'est difficile. C'est pourquoi vraiment il est important pour moi de parler de patience, parce que c'est pour toutes ces raisons que la dépression c'est difficile. Et il faut pas avoir peur de dire ces choses. Alors la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Comment on réussit à ne pas dépasser ses limites ? Comment on réussit à ne pas dépasser sa patience ? Comment on réussit à garder une relation saine, à tenir le coup, à pas péter des plombs, à pas devenir fou ? Comment on fait tout ça ? Eh bien, je vais te présenter quelques points que tu peux faire de ton côté pour réussir à trouver un équilibre et que ça puisse bien se passer pour toi. T'inquiète pas, ta chère Manu est là pour t'encourager. Déjà, il est important pour moi d'avoir une bonne communication. Parce que l'un des plus gros défis qu'il y a dans la relation avec une personne dépressive, c'est la communication. Le silence, la distance, le fait que le dépressif réagit dans tous les sens, ça peut être difficile. On peut avoir l'impression que l'interaction, c'est un combat. Mais il est quand même important de garder une bonne communication pour réussir à garder de la patience. Si tu veux vraiment réussir à ne pas dépasser ta patience, il faut de la communication. Même si tu vas avoir l'impression que le dialogue est rompu, même si tu vas avoir l'impression que quelqu'un va te répondre avec des onomatopées, même si tu as l'impression que l'autre va percevoir la communication comme une agression, comme un poids supplémentaire, ou comme une pression, il faut continuer à communiquer. Comme j'aime beaucoup l'expliquer à mes propres dépressifs, quand ils me disent « Oui, bon, un tel a voulu me communiquer, mais j'étais pas bien », je leur dis « Mais en fait, votre devoir, en tant que dépressif, c'est aussi de prendre soin de l'autre. » Il est donc important de communiquer quand il y a des choses qui ne vont pas, quand il y a des besoins à s'exprimer, quand on trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, la communication est importante. C'est la première chose qui va t'aider à vraiment patienter parce qu'en partageant les difficultés que tu rencontres, tu vas pouvoir apaiser ta patience. Et donc c'est pour ça que c'est le premier point. Si tu sais communiquer, tu sauras mieux gérer ta patience. Comment on communique avec un dépressif sans s'épuiser ? Premièrement, on choisit le moment. C'est-à-dire que tu dois observer ton partenaire, ton proche, ton enfant. À quel moment ton proche en dépression est bien ? Souvent, c'est en fin de journée. Souvent, le matin, jusqu'à 15-16 heures, c'est pas trop ça. En fin de journée, c'est un bon moment.
Et c'est assez intéressant parce que c'est bien de choisir le moment. Comme ça permet en fait d'avoir un moment où c'est plus calme, où c'est plus apaisé. Si tu sens que ton partenaire il est dans tous les sens, que la culpabilité et la dévalorisation sont en train de donner le change, c'est pas le bon moment de communiquer. L'objectif c'est de trouver un moment calme. Le moment calme ne veut pas dire un moment parfait, parce que quand tu cherches un moment calme, ton proche est toujours en dépression. Ensuite, il va être important d'exprimer tes besoins clairement. Quand je parle d'expression de besoin, c'est bien d'utiliser la CNV, la communication non violente, en 4 étapes. J'observe la situation de manière factuelle, ce qui ne va pas. Ensuite, j'exprime mes sentiments par rapport à la situation, j'exprime mes besoins et je formule ma demande. 4 étapes. Et en fait, il est tentant de faire passer ses besoins sous silence, mais il est important que l'autre puisse y répondre. En utilisant la CNV, tu utilises tous les outils pour parler avec douceur, sans reproche, en parlant de tes besoins, et cela peut désamorcer les tensions. En prenant le temps vraiment de partager tout ça, tu aides aussi ton partenaire. Tu aides ton proche, tu aides ton parent. Pourquoi ? Moi, il y a toujours un truc qui m'a été très particulier pour moi. Quand j'étais en dépression, j'avais besoin de me sentir utile. Et quelquefois, mon partenaire m'a dit qu'il y avait des choses en disant, Manu, tu respectes pas le fait que, quand je laisse la maison, je fais le ménage, je fais la vaisselle, et que toi, tu viens poser ta tasse en plein milieu de l'évier, tu t'en rends pas compte que moi, en fait, j'ai passé toute ma journée à nettoyer la maison. Alors, quand j'étais dans ma tête, dans la dépression, je me rends pas compte que j'ai posé la tasse et que je l'ai pas nettoyée. Le fait qu'ils me le disent, ça m'a permis de me rappeler, tiens Manu, tu vas faire plaisir à ton chéri, si jamais tu fais bien attention de ranger la vaisselle. Le fait d'entendre ça, ok, culpabilité va venir me donner un coup parce que je suis en dépression. Mais ça permet en fait d'avoir une relation plus saine et plus équilibrée. Par contre, il y a un truc que je vais quand même dire. Quand on communique quelque chose à un dépressif, il est bon de trouver ensemble une solution par rapport à ce qui a été communiqué. Ça ne sert à rien de balancer des phrases et de dire, bon, comment est-ce que tu penses que tu vas régler la situation ? Non, on est dans une communication et on est ensemble, même si c'est ton gosse, même si c'est ton parent, même si c'est ton pote, même si c'est ton conjoint. On trouve ensemble des solutions adaptées à chacun. Et ainsi, ça permet vraiment de bien fonctionner. Vraiment pour faire en sorte de réussir à tenir face aux difficultés de la limite de la dépression, faut savoir communiquer pour ne pas dépasser sa propre patience. Donc c'est vraiment pour moi l'une des choses qui est vraiment primordiale et qui est importante. Ensuite, il y a un petit point dont je voulais parler. Ce qui est assez important quand on se retrouve avec la patience à devoir gérer, il est important de comprendre comment fonctionne l'autre. Quelle est sa manière d'exprimer les choses, sa manière de fonctionner. Depuis quelque temps sur le podcast, je parle des styles d'attachement. Pourquoi est-ce que je parle des styles d'attachement ? Parce que le dépressif Georges n'est pas le même que la dépressive Brigitte ou que la dépressive Joseph. Chacun est différent, va avoir sa propre manière de manifester la dépression. Tous les dépressifs ne se ressemblent pas. Ce qui fait que certains vont avoir des caractères plus compliqués que d'autres. Et le fait de connaître des fois leur manière de fonctionner, ça permet aussi quelquefois de se protéger et de gérer au mieux la relation. Par exemple, si tu as ton partenaire qui est en dépression et qui a un attachement évitant, c'est quelqu'un qui justement va se recroqueviller sur lui-même, prendre de la distance, va te rejeter, va déclencher chez toi la blessure de l'abandon, comme j'en ai parlé depuis un moment. Quand on se retrouve dans ces situations, les dynamiques d'attachement sont présents, on doit traiter ces problèmes de couple. Parce que on ne peut pas mettre notre relation à rude épreuve si on ne traite pas les choses qui n'ont rien à voir avec la dépression. C'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que quand on se retrouve à avoir un partenaire avec un attachement qui déclenche nos insécurités personnelles, forcément ça met aussi notre relation encore plus à rude épreuve. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre dans ces dynamiques. Apprendre à gérer ses attentes, apprendre à gérer le besoin d'espace de l'évitant, le besoin de réassurance de l'anxieux, etc. Il est vraiment important et crucial que quand on est dans un couple face à la dépression, il est bien d'apprendre à savoir comment l'autre fonctionne pour désamorcer des tensions qui pourraient épuiser ta patience, qui pourraient faire naître de l'incompréhension, de la frustration et du coup, te mettre encore dans les limites de ta patience.
Il faut aussi régler vos problèmes de couple. Les problèmes qui sont liés à belle-maman qui vient toujours à Noël et c'est un problème sans fin. Les histoires aussi des enfants, si par exemple on est une famille recomposée. Pour faire en sorte que la patience puisse tenir le coup, faut régler les problèmes de couple. Par exemple, si on passe pas assez de temps ensemble, ça va pas nous aider à ce que que j'ai encore plus l'impression d'être isolée. Par exemple, si je ne parle pas correctement, c'est aussi un problème. Il faut régler les problèmes de couple. Si on est un couple et qu'on nous demande d'éviter de ne pas dépasser nos limites, il faut régler les problèmes de couple. C'est important parce que même s'il y a la dépression, il faut le faire. Il y a pas mal de gens qui me sortent la phrase de « je dois d'abord être bien pour être bien dans mon couple ». Ça, c'est faux. Je suis désolée, moi. Après, ça c'est l'avis de Manuela, thérapeute My Daily Pression. Pour moi, c'est faux. C'est-à-dire que, par exemple, je parle mal à mon partenaire, je dois aller mieux pour lui parler, pour arrêter de mal lui parler. Non, je peux faire l'effort d'arrêter de mal parler à mon partenaire et travailler sur la source avec mon thérapeute. C'est ça la réalité. Quand on nous dit que je dois aller mieux pour gérer le couple, c'est pas possible. Après, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a 1 milliard de problèmes à régler. Pour moi, il faut un minimum syndical. On se parle avec respect, on se traite avec respect, on s'aide avec respect et on aide l'autre avec respect. Donc la dépression n'est pas censée retirer le respect. La patience, c'est aussi ça. Ne pas accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Et c'est pour ça qu'on arrive sur le point suivant, fixer des limites pour préserver sa propre patience. Parce que il y a un truc aussi que je vois beaucoup, c'est que est-ce qu'on est obligé de savoir jusqu'à où notre patience peut aller pour nous rendre compte qu'on a dépassé notre patience ? Pas vraiment. La patience, elle n'est pas une ressource illimitée. La patience, elle a des limites. Et ça, je l'ai su adolescente avec ma maman africaine qui m'a bien fait comprendre que sa patience avait des limites. Quand je commençais moi j'ai eu juste le souci je suis bordélique. Donc ma mère, elle a été dépassée avec ça. On s'est frité toutes les deux sur ce sujet et j'ai réalisé que ma mère avait des limites dans sa patience. Alors c'est clair, en tant qu'adolescente, c'était très bien de me rendre compte que je ne pouvais pas dépasser certaines choses. Je pouvais pas de manière, impunément laisser ma chambre dans un bordel sans fin. J'avais des responsabilités aussi, je devais apprendre à m'organiser et ma mère a dû me mettre un cadre, mettre des limites et elle a été patiente, mais des fois j'ai dû avoir des explications, des mises en situation pas très sympa, mais qui était importante pour ma construction. J'ai jamais eu d'humiliation, mais c'était important. C'est pareil, en fait, avec ton proche qui est en dépression. Tu dois fixer des limites, mais des limites pour toi. Parce que c'est là où souvent les gens me font « je vais mettre des limites aux dépressifs ». On met pas de limites à quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. Un dépressif, variation d'humeur. Tu te souviens comment les psychiatres, ces grands pompeux, parlent de dépression ? Trouble de l'humeur. Donc ce n'est pas vraiment dans cette situation qu'on va mettre des limites. On va d'abord se poser des limites personnelles. Premièrement, je dois avoir du temps pour moi, pour me ressourcer. Ça, c'est un truc que je vois très très peu chez mes patients et d'ailleurs que je râle énormément pour certains, ils vont peut-être se reconnaître, mais que je râle, il faut avoir des moments pour soi. Que ce soit faire du sport, voir des amis, passer du temps seul, aller lire un bouquin, se mettre à jouer à un jeu vidéo, se lancer sur Fortnite, se lancer sur Valorant, que ce soit aller voir un match de rugby, franchement, aller boire un verre entre potes, il est important que tu aies des moments pour toi. Tu ne peux pas être disponible 24 heures sur 24 pour ton partenaire sans te perdre toi-même en fait. Si tu veux être disponible, il faut que tu aies des ressources. Il faut que tu puisses te ressourcer, avoir de l'énergie, de la batterie. C'est pour ça qu'il faut le faire. Et quand je parle de se ressourcer, c'est vraiment faire des choses ressourçantes. Si jamais on a des enfants, c'est bien de les faire garder. Alors, un bébé, c'est compliqué, il n'y a pas de souci, je le comprends. Moi, je parle de jeunes enfants, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8 ans, où là, grand-papa et grand-maman peut être très aidant, ou une nounou peut de temps en temps aider. Oui, j'ai toujours on s'imagine jamais avec moi, mais je vois beaucoup de personnes, donc je connais les petits triquis, là. Ceux qui vont me dire, j'ai des enfants, Manu, je peux pas. Si, tu peux. Si, tu peux. Il est important d'avoir du temps pour toi, c'est vraiment essentiel de se ressourcer. Ensuite, il est important aussi d'encourager le proche à aller voir un thérapeute. Moi, ce que j'ai toujours remercié auprès de mon partenaire, c'est qu'il n'a jamais lâché de me dire d'aller voir un psy.
Manu, va voir un psy, va voir un psy, va voir un psy. J'avais l'impression que c'était la phrase de mon chéri. Des fois, j'ai envie de lui dire, mais tais-toi avec ta phrase, mais je ne pouvais pas parce qu'il avait raison. Ton partenaire, ton proche, ton enfant doit avoir un thérapeute. Tu n'es pas son thérapeute. Il est important de diriger son proche vers la thérapie. Si tu veux que ta patience puisse tenir, la thérapie est ton meilleur allié. Si ton proche n'a pas de thérapie, tu ne sais pas quand il ira mieux, alors que s'il a une thérapie, on a l'espoir que ça aille mieux plus rapidement. Il est donc important d'encourager son proche à la thérapie. Et bien sûr, de ne pas être un autre thérapeute. Dans les notes de cet épisode, je mettrai un lien, je n'ai pas là tout de suite je viens juste d'y penser, donc je l'ai pas dans mes notes, mais je te mettrai un lien sur un épisode de podcast sur comment on peut faire pour éviter de devenir un autre thérapeute et un autre épisode sur comment diriger son proche vers la thérapie. La troisième chose que tu peux faire, apprendre à dire non. Il est naturel de vouloir être présent pour ton proche, mais ça ne signifie pas que tu dois toujours dire oui. Des fois, tu peux dire non. Et c'est pas facile de dire non à quelqu'un qui souffre émotionnellement parlant. Mais il est nécessaire de dire non à certaines demandes ou comportements pour préserver ta patience et ta santé mentale. Par exemple, ton partenaire en dépression a besoin de faire pas mal de sorties, d'être avec ses copains le week-end, etc. Et vous avez des enfants. Et il sort presque tous les week-ends. Et au bout d'un moment, tu en as marre. Et tu commences à dire, écoute, j'aimerais bien que tu ne sortes pas tous les week-ends. C'est important d'apprendre à dire non. Alors, si tu acceptes qu'il sort tous les week-ends, il n'y a pas de souci. Mais des fois, ça peut être très frustrant. On veut laisser aux dépressifs la possibilité de se ressourcer, mais j'ai pas à garder toute la responsabilité. Les enfants, on les a fait à deux. Dépression, pas dépression. C'est là où il faut apprendre à savoir dire non. Aussi à savoir dire non à des conversations qui sont stériles. Par exemple, je vois beaucoup de personnes qui veulent absolument expliquer à un dépressif pourquoi notre couple doit fonctionner, pourquoi la négativité n'est pas dans ce monde, pourquoi il a tout pour être heureux. Ça ne sert à rien. Aller essayer de faire comprendre à un dépressif pourquoi il est heureux, ce sera refaire ça dans 5 minutes à cause de ses idées négatives, de sa dévalorisation, de sa fatalité, de tout ce qui s'appelle dépression. Ça ne sert à rien. C'est des combats inutiles. Savoir dire non, ça permet d'éviter de se fatiguer, de se brûler les ailes et d'en avoir marre de la relation. Et bien sûr, la dernière limite, on en a déjà un petit peu parlé, mais exprimer ses besoins. C'est important que tu puisses parler de tes propres besoins, parce que toi aussi, tu as besoin de te sentir soutenu dans la relation. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment toujours fait du bien quand j'étais en dépression, c'est de savoir que je pouvais un peu des fois de temps en temps aider mon partenaire. Quand on n'a plus de réciprocité dans la relation, c'est difficile. Il faut donc pouvoir avoir des moments de réciprocité, des moments où on va échanger ensemble, des moments où on va recevoir du soutien. Alors c'est pas que dans le couple, la relation amicale, la relation de famille, c'est pareil. Il est donc important d'exprimer des besoins, même si peut-être que tu me dis oui, mais les besoins, il peut pas les combler. Et alors, l'importance aujourd'hui, c'est de discuter, de parler ensemble et de trouver des solutions ensemble. Par exemple, si l'une d'un de tes besoins, c'est d'avoir un gros bisou, un geste d'affection et que c'est pas possible, tu peux exprimer ce besoin à ton partenaire. Et tu peux lui dire, j'aimerais que t'en parles avec ton thérapeute. Exprimer ses besoins, c'est important. Même si on a l'impression qu'on abuse ou qu'on exagère, avoir une conversation, ça évite d'éviter la frustration, ça évite d'user ta patience et ça évite un jour d'agacement, t'énerver en lui disant « Ça fait 3 mois que tu m'as plus embrassé, comment est-ce que tu peux ?» Parce qu'en fait, on n'a absolument rien dit depuis 3 mois. Il y a un moment, par contre, où la patience, elle doit laisser place à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la patience, aussi bienveillante soit-elle, elle ne peut plus, à elle seule, soutenir ton partenaire en dépression. Quand tu sens que la situation stagne, que ta propre santé mentale est en danger, que tu te retrouves à porter le poids du monde sur tes épaules, c'est peut-être un signe que c'est difficile pour toi et qu'il faut que tu prennes soin de toi. Si tu commences à avoir de la colère pour ton partenaire, pour ton proche, de l'animosité, que tu es sensible à toutes ses actions, que tu sens que tu peux être switché pour pas grand-chose, c'est que ta patience, elle est arrivée à ses limites. Si tu t'énerves, si tu n'arrives plus à supporter la situation, si tu pleures beaucoup, si tu n'en peux plus, si tu as vraiment cette sensation que personne ne comprend ce que tu vis, c'est que peut-être que ta patience, elle a dépassé ses limites. Franchement, si tu te retrouves dans cette situation, je te comprends à 100% et c'est pas évident.
Dans ces moments-là, c'est là où il faut prendre soin de toi et de redéfinir son rôle dans la relation qu'on a avec cette personne. C'est à ce moment-là où on doit peut-être arrêter pendant quelque temps d'être un aidant et de se rappeler qu'on est une personne avec des émotions, des sentiments, un cœur, des limites. Et il est donc important dans ces moments-là de rechercher peut-être un soutien extérieur. Si tu es un conjoint, tu peux rejoindre un groupe de parole. Alors, moi, j'ai un groupe de soutien sur Facebook. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Ça pourra te permettre de parler avec d'autres personnes qui vivent ces situations. Mais tu peux aussi consulter un thérapeute. Moi, tu sais, quand j'ai commencé à devenir thérapeute dépression, moi, à la base, je voulais aider que les dépressifs. Et très vite, j'ai vu cette espèce de mare de personnes qui est un conjoint de dépressif, un parent, un proche, un enfant qui me disent « Mais Manu, je ne sais pas quoi faire. » Aujourd'hui, j'accompagne des mamans, j'accompagne des grands-mamans, j'accompagne des conjoints, j'accompagne des frères et sœurs, j'accompagne vraiment, j'ai un panel de personnes, c'est incroyable, complètement différents pour les aider face à la dépression de leurs proches. Si tu sens que tu as dépassé ta limite, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi. Déjà, tu ne me dérangeras jamais et ça te permettra d'avoir le soutien nécessaire. Mes accompagnements, tu sais, ils sont assez courts. On est vraiment sur quelques mois parce qu'on traite quelque chose de ponctuel. Et une fois que je t'ai donné les bonnes infos pour réussir à gérer la situation, eh bien, tu continues. Moi, je vois mes patients que j'ai eus depuis 2020, 2021 qui aujourd'hui sont très heureux et qui arrivent à gérer n'importe quelle situation. Pour beaucoup, leurs proches n'est plus en dépression. Mais pour ceux qui ont des dépressions chroniques, je peux t'assurer qu'ils sont très heureux. D'ailleurs, des fois, je me dis, mais punaise, respect, hein, bravo les gars, on est plutôt fiers de vous. Donc ces situations, elles existent. Tu n'es pas tout seul, tu n'as pas à être tout seul. Alors tu peux réserver un appel découverte avec moi. Sincèrement, encore une fois, tu ne me dérangeras jamais. Et si tu sens vraiment que cette limite, elle est trop compliquée, à toi de redéfinir ton rôle, à toi de redéfinir la dynamique de la relation. Et s'il faut mettre une pause à des situations, te poser, prendre du temps pour toi, réfléchir à plein de choses, n'hésite surtout pas à le faire. Ta santé est aussi importante, voire même plus à tes yeux que celle de ton proche en dépression. N'oublie pas que toi aussi tu as des sentiments, toi aussi tu es une personne et qu'il est important de prendre soin de toi. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh ben ouais, c'est un épisode de podcast, on va dire, très particulier mais très important. En effet, c'est bien d'aider quelqu'un qui souffre de dépression, mais nous avons aussi nos propres limites. Et notre patience aussi, elle a des limites. Face à une maladie que l'on sait de toute façon qui est complexe et compliquée, il est important de se préparer à aider sur la durée. Pour cela, il y a vraiment des choses très simples à faire. Premièrement, prendre d'abord du temps pour soi pour préserver sa santé mentale et sa santé physique, pour pouvoir soutenir l'autre efficacement. Apprendre à mettre un cadre, à mettre des règles, poser des limites pour ne pas s'épuiser émotionnellement. À encourager son proche, à aller voir un thérapeute, tu n'as pas à tout porter toi-même. De maintenir des liens pour toi, avoir du monde, faire des choses, des activités. Communiquer, partager tes besoins, exprimer tes besoins à ton proche qui souffre de dépression. Faire des choses pour toi qui te font du bien, qui t'animent pour recharger les batteries. Et si tu as l'impression que la situation te détruit, prends du recul temporairement pour pouvoir te protéger, demander l'aide nécessaire pour repartir. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Et je te dis à la semaine prochaine, chers proches, pour un nouvel épisode. Ciao!